Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, donc c'est notre dernière émission de l'année. On reçoit toujours un homme aujourd'hui et on a la chance de recevoir Benjamin Bier. Est-ce que tu veux te présenter, Benjamin ? Eh ben bonjour, comme tu as dit, je m'appelle Benjamin Bier, j'ai entre 37 et 38 ans et je suis entrepreneur, on va dire. Et j'ai 3 enfants. 3 enfants. Ouais. Et entrepreneur, c'est quoi la dernière société que tu as montée ? Et ben là actuellement, j'ai une boîte qui s'appelle Inga. On fait des éponges lavables, réutilisables et on garantit la durée d'1 an. Et ça commence à plutôt bien marcher. Et ça fait combien de temps que tu as monté cette boîte ? Ça fait 3 ans. Et t'as toujours été entrepreneur ou c'est quoi ton parcours ? Non. Il y a quelques années, j'étais comédien. Et en fin de cours de théâtre, on devait monter une pièce de théâtre. Mais moi, je m'étais dit, quitte à monter une pièce de théâtre, autant écrire une pièce de théâtre. Et du coup, j'ai écrit une pièce de théâtre. Et puis, je me suis dit, quitte à écrire une pièce de théâtre, autant la faire jouer. Mais étonnamment, personne m'attendait. Donc, il a fallu que je monte ma boîte de prod pour pouvoir la faire jouer. Et quitte à avoir monté une boîte de prod, autant produire d'autres choses. Et j'ai produit d'autres pièces dans certains Erwan Terenet ou Rudy Milstein. Et en faisant quelques années de production, je me suis dit, tiens, il y aurait des choses à faire, ou en tout cas, pour moi, il y avait des choses à faire ou à changer un peu dans le business du théâtre. Et donc, j'ai eu le manque d'humilité de penser que je pourrais changer les choses. Et j'ai voulu lancer un abonnement illimité au théâtre. Ce qui est une bonne idée de base. Ce qui est une très bonne idée, mais qui a intéressé une centaine de personnes. Donc, autant dire qu'on n'en a pas vécu. Mais on a pivoté et on est devenu des cartes cadeaux spectacle, puis des coffrets cadeaux spectacle. Et là, ça a commencé à très bien prendre. Et j'ai donc le groupe Wonderbox qui a investi dans la boîte. Et comme ça a très bien marché sur le spectacle, on a élargi aux concerts et aux musées et monuments. On a changé de nom, on est devenu Culture in the City. Et après, j'ai revendu à Wonderbox et j'ai monté derrière Inga. Et voilà un court résumé de ces quelques dernières années. Et pourquoi t'as vendu Culture Box ? Tu disais il y avait Culture in the Box, parce que déjà je suis pas quelqu'un, je pense, d'affectif ou émotionnel sur mes boîtes, parce que c'était ma première, donc j'avais mal fait beaucoup de choses et j'avais très envie de recommencer avec l'enseignement de la première. Parce que plus Wonderbox a investi, plus on a mis en place des synergies opérationnelles et moi je m'éclatais. Et voilà pour toutes ces raisons. Et puis je me lasse vite, donc il me faut du changement. Comme l'a dit François, le changement, c'était maintenant. Voilà. Et comment on passe justement du monde du spectacle où il y avait jusqu'à présent, quand on entend ton parcours, il y a une espèce de cohérence et après, hop, on passe aux éponges, il y a une espèce de gap. Non, en fait, c'est cohérent puisque ma boîte, je suis passé du spectacle au business spectacle, puis business culturel, puis business. Mais ma première boîte, c'est une boîte que je vais appeler consumer multicanal. Donc consumer, un produit que tu vends, et multicanal sur différents canaux de vente, donc site internet, Amazon, grande distribution. Et la boîte d'après, c'est exactement la même chose. C'est une boîte consumer multicanal, sauf qu'au lieu de vendre de la culture, je vends des éponges. Mais c'est presque la même chose. C'est comme si vous qui êtes comédienne et qui écrivez un petit peu, t'écris une pièce sur Marie Curie et après t'écris une pièce sur Usain Bolt. Bon, c'est bizarre, elle serait compliquée à mettre en scène, mais c'est la même chose, tu vois ce que je veux dire ? C'est t'écris une pièce sur quelqu'un. Après, tu joues une éponge. Voilà. Alors, ouais. Là, ça peut être chiant, mais pas que tu vas me dire, il y a Bob, mais. Bah oui. Mais les droits sont très chers. Paramount est très compliqué. Tu t'es renseigné ? Il est au courant. Tu vois, ça, on n'a pas le droit d'en parler. Je ne peux pas en parler pour le moment. D'accord, très bien, très bien. Et du coup, parce que tu sais que t'as fait des erreurs, est-ce que entre les deux, qu'est-ce que t'as changé entre guillemets de ta première boîte à ta deuxième boîte ? Alors, je vais pas dire que j'ai changé, mais j'ai tiré des enseignements. Déjà, j'ai appris que ce qu'il fallait se poser comme question en tant qu'entrepreneur, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est avant tout se poser la question de quel est mon objectif à moi, pour moi, avec cette boîte, parce que tout part de l'entrepreneur. Si l'entrepreneur ne connaît pas son objectif personnel, ça va être compliqué de définir un objectif pour la boîte. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, une fois que tu te dis ça, c'est donc quel est mon but ? Moi, mon but, quand j'ai monté Inga, c'était a priori de la revendre. Et donc, je me pose la question de à qui je veux la revendre. Et à partir du moment où tu définis la cible, tu vas, entre guillemets, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, considérer qu'il fallait cocher certaines cases. Et donc, tu vas tout faire pour arriver à cocher ces cases. Et ensuite, ça part, pour moi, avant tout, de monter une équipe. Parce que c'est comme tout, en fait, la clé, c'est l'équipe. Souvent, il y a des gens, et souvent, quand t'as jamais monté de boîte, tu crois que
si t'as une idée, c'est génial et que tout vient de l'idée. Non, tout vient de l'exécution, mais l'exécution vient de l'équipe. Et donc, construire une grosse équipe, quoi, une grosse, pas en quantité, mais en qualité. Deux, ce que je voulais, c'était justement avoir un produit que tout le monde consomme, parce que la culture, malheureusement, tout le monde ne le consomme pas. Et tu ne peux pas identifier une cible claire, c'est-à-dire que tu as des produits que tout le monde ne consomme pas, mais où tu as une cible hyper claire. La culture, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle qui consomme plus, t'as pas une cible définie. Donc c'est très compliqué. Et donc je voulais soit un produit que tout le monde consomme, soit un produit avec une cible claire et précise. Et les éponges, alors, tout le monde n'en consomme pas, mais tout le monde en utilise. Et voilà. C'est quoi la différence? Consommer, tu peux penser manger, quoi. Ah oui, non, d'accord. Alors, figurez-vous C'est qu'il y a des gens qui ont une maladie et qui mangent les éponges. C'est une maladie qui existe. Et si, je connais beaucoup de choses sur les éponges. Mais ils mangent pas les tiennes. Non, je sais pas. Je sais pas si on leur en a offert. Faudrait leur demander. Je sais plus le nom, mais tu sais l'émission sur France 2 où t'as des gens qui font des choses bizarres et qui viennent le raconter. Et t'es une demoiselle qui racontait justement qu'elle mangeait des éponges. Peut-être qu'un média, c'est écologique, c'est peut-être mieux qu'elle mange les tiennes que ceux d'un autre. Ouais, je suis pas sûre qu'elle... Non, parce que les éponges classiques, c'est à base de cellulose, donc je me dis, c'est peut-être mieux. Je sais pas. Bon, mangez pas des éponges Vous voulez qu'on Inga, fasse un podcast sur qu'est-ce qu'il vaut mieux manger entre des éponges Inga ou Spontex? Bien sûr. On peut. Et du coup, est-ce que tu parles de Spontex, est-ce qu'il y a dans le marché de l'éponge, parce qu'il y a un peu des géants, est-ce qu'ils se sont intéressés? Est-ce qu'ils ont essayé de te mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que justement, ils ont essayé de se rapprocher de toi? Je peux le mettre au présent. Alors, est-ce qu'ils essayent de se mettre des bâtons? Est-ce qu'ils essayent de se rapprocher peut-être d'investir? Comment ça se passe? Non, là, leur but pour l'année prochaine, à mon avis, c'est d'essayer de me tuer. Non, c'est vrai. Pas moi, personnellement, oui, la boîte. Oui, mais si, là, tous les gros arrivent avec des éponges lavables aussi, mais qui ne sont pas aussi bien, puisque elles sont, entre guillemets, pas réfléchies de la même manière. Et puis, elles sont faites en Asie. Il y a plein de trucs qui diffèrent énormément. Donc, je suis pas fondamentalement inquiet, mais ils arrivent tous avec des produits plus ou moins similaires. T'es un produit made in France, toi. Tout est fait en France. Europe. Mais c'est pas que le fait que c'est bien de fabriquer en Europe et moins bien de fabriquer en Asie. Il y a plein d'autres différences. Et même, il y a plein d'avantages à faire en Europe par rapport à faire en Asie, selon moi. Alors, évidemment, c'est moins cher en Asie, mais souvent, c'est moins quali, parce que si tu veux faire un truc quali en Asie, ça coûtera cher aussi. Et t'as des problèmes de transport, t'as plein de sujets. Voilà. D'accord. Et t'as pas les mêmes normes, non, en termes d'écologie, des produits qui vont tourner mais moi, dedans. mes produits sont pas écologiques. Moi, par exemple, le mot écologie, c'est un mot que je raye du langage de ma boîte. Jamais les gens ont le droit de dire le mot écologique, parce qu'on n'est pas un produit écologique. On a un produit qui a un impact environnemental, mais on n'est pas un produit écologique. Vous voyez la nuance? Oui. Oui, en tout cas. Voilà. Parce que c'est pas biodégradable ce que tu fais, c'est-à-dire qu'à un moment tu vas polluer avec ton produit, mais sauf que Et c'est pas fait à base de matière naturelle, mais c'est voulu. C'est-à-dire qu'au tout début, en gros, autre truc que j'ai appris, c'est quand tu construis une boîte, mais en vrai, j'allais dire consumer, mais pas que. Si tu veux bien faire les choses, il faut faire ce que j'appelle une plateforme de marque. Plateforme de marque, c'est quoi? Je vais vous dire la nôtre et vous allez comprendre. On s'est dit, OK, on va vendre des produits ménagers lavables. Première question, à qui tu vas le vendre? Donc, tu as deux options, en tous les cas, on considérait, soit un public très écolo, soit à monsieur et madame tout le monde. On a choisi monsieur et madame tout le monde pour deux raisons. La première, si tu vends un produit durable à quelqu'un qui est déjà très écolo, en fait, t'as aucun impact environnemental puisque la personne qui est écolo, elle a déjà arrêté de jeter, donc elle a pas besoin de toi. Si tu vends à monsieur et madame tout le monde, là, t'as un vrai impact. Et la deuxième chose, qui est business, c'est que la taille de marché est beaucoup plus grosse. Sauf qu'une fois que tu te dis, je veux vendre à un tel, donc ma cible, c'est monsieur et madame tout le monde, tu te dis, mais comment je vends des produits ménagers lavables à Micheline et Jean-Paul? Ça marche avec d'autres prénoms. Et là, tu te poses la question de, il faut que je leur donne, en fait, tu dis, il faut que je leur donne envie. Et donc là arrive notre mission qui est de donner envie de passer du jetable au durable. Et donc le donner envie, il est hyper important. C'est ça qui fait qu'on a créé un univers coloré, un peu décomplexé, qui se veut rigolo, surtout pas culpabilisant. Et enfin, tu te poses la question de, mais c'est comment je dois faire le produit pour convaincre ces gens et que les gens l'utilisent, parce que si t'achètes une fois qu'ils arrêtent, on s'en fout. Et donc, en fait, la question, c'est pas comment je crée la meilleure éponge écolo ou la meilleure éponge durable, c'est juste comment je crée la meilleure éponge. Et donc, pour créer la meilleure éponge, il faut qu'elle soit efficace avant tout. Il faut qu'elle soit économique. Et donc, pour qu'elle soit économique, il faut qu'elle soit durable. Et c'est là que tu arrives avec un impact environnemental. Il faut qu'elle soit hygiénique, parce que la nôtre est beaucoup plus hygiénique, puisque tu la laves en machine et tout ça.
et il faut qu'elle soit pratique ou pas trop compliquée à utiliser. Donc une fois que tu coches toutes ces cases, bah, les gens ont beaucoup plus intérêt à t'acheter qu'à acheter du jetable. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte, mais en fait on s'en fout qu'elle soit écologique. Le but c'est pas qu'elle soit en matière naturelle, faut pas qu'elle soit la plus clean écologiquement parlant, faut juste qu'elle soit la plus efficace possible et qu'elle dure le plus longtemps possible. Et bah une fois qu'on s'est dit ça, on s'est rendu compte que les matières naturelles c'était pas ce qu'il fallait. Et c'est pour ça qu'elle a un microfibre et tout ça. Et donc c'est pour ça que je veux surtout pas le mot écologique, parce que c'est un mot qui est un red flag pour plein de gens un peu intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Souvent tu dis écologique, ah c'est pas quali, ou il y a tous les gens qui sont presque anti-écolo qui en ont marre d'entendre ça. Faut juste, ça a un impact environnemental. Et puis c'est une bonne façon de faire le lien entre, pour des gens qui veulent avoir une conscience écologique justement, ils se disent bah en fait j'ai fait quelque chose parce que cette année j'ai juste acheté 2 éponges alors que sinon j'en aurais acheté. Ouais. Et la vérité qui est triste mais qui est vraie, c'est que c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que les gens, ils achètent pas nos éponges parce que la majorité des gens qui achètent se mentent à eux-mêmes, mais ils achètent pas parce que c'est meilleur pour la planète, ils achètent parce que c'est plus efficace, parce qu'elle est plus jolie, parce que c'est plus hygiénique, parce qu'ils pensent que ça va leur faire des économies, mais pas à cause Pas de parce que ça l'environnement. passe en machine. Si, parce que ça passe Si. en machine, mais parce que c'est plus hygiénique, mais pas parce qu'ils se disent Ah, tiens, moi, je voyais le truc, je vais justement, faire je un vrai pensais geste que- pour l'environnement, Ouais, parce que ouais. soyons honnêtes, si les gens achetaient au quotidien pour l'environnement, la consommation mondiale elle serait pas la même. Et donc c'est la cerise sur le gâteau. Et le truc très intéressant, c'est qu'il y a des gens qui offrent nos éponges et les gens offrent pour l'environnement. En mode, il y a un côté, ah, c'est cool, je te fais un cadeau qui est bon pour la planète et tout, mais ils achètent beaucoup plus pour eux, pour, bah, comme je disais, l'efficacité d'hygiène et tout ça. Je trouve ça assez intéressant, quoi. Et les gens se mentent aussi à eux-mêmes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on fait beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux et chaque pub a un argument clé. Et quand les gens finissent d'acheter, on pose un questionnaire pour leur demander pourquoi ils ont acheté. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les pubs liées à l'environnement, ça fait 0 achat. C'est que les pubs sur l'efficacité, l'économie et l'hygiène qui font les achats. Ouais. Mais en sortie de parcours, quand tu demandes aux gens, t'as genre les 2 tiers qui disent que c'est parce que c'est meilleur pour l'environnement. Non, mais peut-être qu'ils ont vu toutes les pubs d'environnement et qu'au bout d'un moment ils ont cliqué sur le truc, on sait pas. Très positif. J'en comme doute. vie. J'en doute. Mais après, encore une fois, c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est le résultat. Alors, j'ai un côté très pragmatique, mais si les gens achètent pas pour ça, mais que le résultat est là, bah, tant mieux, quoi. Et tu fais des Tu vois, sopalins aussi? On fait des essuie-tout, mais ça marche beaucoup moins bien. Et c'est ça qui confirme, en fait, ce que je dis. Ouais. Pourquoi il marche moins bien? Parce que, déjà, il remplace pas vraiment l'usage de l'essuie-tout jetable, et il est beaucoup moins pratique. Et moins hygiénique. Parce que, bah, en vrai, t'as rien de plus hygiénique que jeter quelque chose. Et c'est moins pratique. Et donc, ça marche beaucoup moins bien. Mais par contre, l'impact environnemental pour quelqu'un qui passe des essuie-tout lavables aux essuie-tout jetables est beaucoup plus fort que l'impact environnemental des gens qui passent des éponges jetables aux éponges lavables. Ce qui prouve un peu ce que je disais avant. Moi, il y a encore du travail, quoi. Ouais, mais encore une fois, quoi, c'est ce que disent, tu vois, parfois je vais en rayon et je fais des animations où je parle aux gens, puis t'en as plein qui te disent et qui reviennent, c'est, bah ouais, mais pourquoi c'est toujours à nous de faire des efforts, et les gros groupes, et les ceci, et les cela, et c'est vrai, et il y a tellement de trucs qui pèsent au quotidien sur les gens, dans le monde, dans le pays, dans leur quotidien, que, bah, en fait, ils ont pas la force au quotidien de faire des efforts pour l'environnement. Là, je parle de la majorité, mais c'est la majorité qui compte. Bah oui. Ils ont pas envie de se rajouter cette culpabilité aussi. Et du coup, c'est pour ça que je considère que c'est à nous, les marques ou les industriels, d'essayer de les accompagner, de faire ce qu'il faut pour les aider à un peu mieux consommer. Voilà. C'est beau ce que je dis. Hein. C'est magnifique, Ouais. ma maman. Un poète. Un poète de l'éponge. C'est vrai. Et est-ce qu'à un moment donné, parce que comme on en a un peu parlé tout à l'heure, tu as recruté justement des gens? C'était dans quel cadre? Où tu... Dans mes boîtes? Ouais. Ouais. Mais alors, j'ai eu des approches différentes dans le recrutement. Mais dans ma première boîte, j'ai beaucoup recruté, ce qui était une erreur. C'est-à-dire que j'ai voulu trop recruter, c'est pas bien trop recruter, parce que t'augmentes, bah, ta masse salariale, et donc tes frais fixes, et ça te met en danger, et tout ça. Et l'autre truc, c'est qu'aussi, plus il y a de monde dans une boîte, plus tu perds en flexibilité, plus tu perds en efficacité. C'est quoi? Je sais pas si c'est une valeur absolue, ou en tout cas, il faut être un très, 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 très bon manager et organisateur d'hommes pour ne pas perdre en flexibilité et en efficacité. Moi, j'en suis pas capable, apparemment, selon moi. Et voilà. Mais donc, j'ai pas mal recruté. J'ai beaucoup recruté dans mon ancienne boîte, moins dans l'actuelle. Et surtout, j'essaie de recruter beaucoup moins en quantité, mais beaucoup plus en qualité. Et
dans le recrutement, du coup, je chasse beaucoup plus que je lance des annonces. Euh, Et c'est quoi tes critères, par exemple? Ça dépend des postes? Bah ouais. Quoi, pour le coup, ça dépend vraiment des postes, mais parce que j'ai une approche qui est vachement différente, mais ça dépend des postes et ça dépend aussi de ce dont j'ai besoin et de la complémentarité avec moi et au moment où on est la boîte. Mais après, franchement, honnêtement, moi, je pense que dans une boîte, et je suis pas le seul entrepreneur ou chef d'entreprise à le dire, le recrutement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est très, très dur. Et quand tu recrutes, tu fais ça tout seul ou tu fais ça avec, parce que, Non, je fais ça tout seul. Mais en fait, je fais ça tout seul puisqu'il y a personne de mieux que moi qui peut savoir ce dont j'ai besoin et qui peut parler de ma boîte. Parce que je considère qu'un recrutement, notamment un recrutement clé, et j'essaie de faire que des recrutements clés, justement, euh, c'est un échange. C'est-à-dire, mon but, c'est aussi de donner envie à la personne et personne peut plus donner envie de rejoindre ma boîte que moi-même, quoi. Après, évidemment, aujourd'hui, on est une petite boîte, on est 11, donc j'ai le temps, je peux prendre le temps de le faire. Évidemment que les boîtes qui ont 400 ou 4000 personnes, bah, jamais un patron peut avoir le temps et donc t'es obligé de mettre en place plus de process et tout ça. Et du coup, la différence entre les hommes et les femmes que tu as recrutés, il y en a une ou pas? Alors, oui, il y a, je trouve, une énorme différence fondamentale entre les hommes et les femmes face au travail. Il y en a plusieurs, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir rencontré un homme avoir réellement le syndrome de l'imposteur. En tous les cas, Et je n'ai lequel? jamais rencontré l'ayant clairement. Par contre, j'ai vu rencontrer un nombre de femmes, mais énormément, qui ont ce syndrome de l'imposteur. Souvent, les hommes sont moins bons que ce que tu pensais. Je sais pas que les femmes sont meilleures que tu ne pensais, parce que si tu les recrutes, c'est que tu penses qu'elles sont fortes. Mais en tout cas, elles se sous-estiment, elles se dévaluent. Je sais pas si ça se dit. Dévalorisent, pardon. Beaucoup plus. Et j'ai même eu 2 femmes qui ont refusé un poste parce que elles avaient peur de pas être au niveau. Mais c'est un délire. Alors que l'homme va jamais refuser un poste comme ça. Non, 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 Et non. il va être un peu déçu. Non, et parfois, t'as des mecs qui candidatent. Tu te fais, mec, t'es sûr, t'es sérieux, t'as pas d'expérience, quoi, t'as rien qui, et en général, plus les mecs candidatent à des trucs qui ne leur correspondent pas, et plus ils sont nazes. Mais il y a une étude comme ça, on en avait parlé la dernière fois, où genre, le mec, s'il a 5% des capacités, il va postuler, il s'en fout, et la meuf, si elle a 80%, elle se dit, j'ai Mais pas même assez, si elle a postule 120. pas, quoi. Non, mais moi, il y a Ouais. une femme, et d'ailleurs, je vais citer. Elle s'appelait Coraline, quoi, elle s'appelle toujours Coraline, j'espère. Elle était, mais, je pose une question que j'adore en entretien. C'est mon directeur marketing, qui est un ami, qui est la seule personne en qui j'ai 99,9% professionnellement, et c'est incroyable d'avoir quelqu'un comme ça. Et c'est lui qui m'a appris cette question, c'est combien de cafés sont bu chaque jour dans Paris intramuros? Cette question, elle est incroyable. Combien de? De cafés sont bu chaque jour dans Paris intramuros? Ça doit être énorme. J'adore ça, je connais pas la réponse. Il y a pas de réponse, quoi. Il y a juste, je veux voir plein de choses à travers cette question. Je veux voir la manière dont la personne réfléchit, la manière dont la personne se remet en question, la manière dont la personne échange avec moi, la manière dont elle traite un petit peu l'inconnu et la surprise, et puis surtout aussi, au fur et à mesure de la question, on va se poser la question de combien il y a de touristes à Paris chaque jour, et donc moi je dis combien il y en a chaque année, et donc tu dois faire une formule mathématique qui est pas si compliquée, mais une petite question, bref, et les gens tombent tous dans le piège. Et cette fille, Coraline, et franchement je l'ai posée au moins 400 fois dans ma vie cette question, donc je commence à avoir un vrai échantillon, c'est de loin la personne qui était la plus forte sur cette question. Mais tout l'entretien, elle était extraordinaire. Elle a rencontré, c'était pour un poste de DAF et directrice opérationnelle de mon ancienne boîte. Elle avait rencontré le DG de Wonderbox. Ouais, non, elle devait rencontrer le DG de Wonderbox. Mais bref, honnêtement, elle était trop forte, cette meuf. Une tueuse. Et son parcours aussi, un parcours de tueuse. Et notre deuxième entretien, il était juste avant les vacances d'été. Et bref, je lui dis, écoute, bah, moi, je veux te prendre, mais juste avant, je veux que tu rencontres le DG de Wonderbox, qui était mon investisseur, lui était un DAF avant, et donc, voilà, je voulais qu'il la rencontre. Tu peux nous préciser, c'est quoi un DAF? Un DAF, c'est un directeur administratif et financier. Donc, il gère toute la partie financière, administrative, comme l'indique le nom. Et voilà. Bref, on donnera d'autres pléonasmes peut-être après. Mais bref. Et donc, on doit se rappeler après l'été. On se rappelle autour des vacances. Et elle me dit, écoute, je suis désolé, Benjamin, mais en fait, je veux pas prendre le poste. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, bah, pendant l'été, mon mec m'a dit qu'il pensait que c'était trop de responsabilité, que je serais pas à la hauteur. Et mes parents étaient d'accord.
et que à mon âge et que tout ça. J'ai dit, écoute, je suis désolé, je devrais pas te dire ça, mais déjà quitte ton mec. Et si un jour tu changes d'avis ou quoi, retape à ma porte, quoi. Mais c'est, et je dis, je vais pas essayer de te convaincre parce que c'est pas à moi de te convaincre. Mais j'étais effaré. Et tu vois, ça, c'était c'était en 2018. Donc c'est il y a longtemps, hein. Et quoi, ça m'a marqué. Et j'ai eu deux autres meufs, je crois, qui ont refusé des postes parce qu'elles avaient trop peur et tout. Mais ça m'a pas marqué à ce point. Elle, c'est fou. Elle a une très belle carrière aujourd'hui, parce que souvent je regarde où elle en est et tout, mais c'est incroyable. Et donc ouais, il y a un vrai ça, et même une fois qu'elle travaille au quotidien, la majorité, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais la majorité des femmes, elles doutent beaucoup plus, elles se posent beaucoup plus de questions. Mais d'un autre côté, c'est vrai que aussi parfois, moi je prône énormément le 80-20. Pour moi, c'est nécessaire en start-up. Vous êtes familier avec le 80-20 ou... Non. En gros, le 80-20, alors tu peux l'attribuer à énormément de choses, mais dans le travail, c'est, on va dire, tu vas pas chercher à faire 100% des choses et à aller au bout du travail et aller dans la perfection, parce qu'en fait, les 20% de peaufinage, ça va te prendre 80% du temps. Donc, c'est imagé, mais donc tu vas que faire 80% des choses qui vont te prendre 20% du temps. Et souvent, les femmes peuvent un peu plus avoir du mal, je pense, à faire ça parce que elles doutent, elles sont plus dans le doute et elles cherchent beaucoup plus à faire bien, là où les mecs souvent on est en mode bah les couilles, je fais ce que j'ai à faire et Ouais, voilà. c'est le perfectionnisme, en fait. Ouais. Et je vois quoi, c'est ouais, et les femmes se mettent beaucoup plus la pression que les mecs. Syndrome de la Globalement, bonne attention, élève, je dis quoi. pas que c'est toutes les Ouais, bien femmes, sûr. tous les mecs, j'ai toujours des contre-exemples et tout, mais globalement. Mais je pense que c'est beaucoup, et puis même, quoi, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur, je pense que c'est beaucoup plus dur d'être une femme dans le monde du travail qu'un homme. Et dans la parentalité aussi, d'ailleurs, je trouve. Voilà. Mais après, peut-être parce que ça fait aussi moins longtemps que les femmes travaillent. Donc, enfin, tu vois, finalement, tu vois, nos grands-mères, enfin, c'est pas si loin, en fait, que la femme a le droit de travailler. Et du coup, forcément, sur des générations en génération, ça se passe petit à petit. Et donc, on a encore tout à prouver. Peut-être qu'un jour, on arrivera au stade où Oui, et puis il y a plein de métiers aussi où les femmes, on leur donne moins leur place, ou aussi il y a des mecs immobilier. qui restent quand même très machos, ou ouais, tout ça. Est-ce que tes salaires hommes et femmes sont équivalents? Non, bah non. Il déconne. On l'aurait pas invité, sinon. Oui, bah oui, mais en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas. La question se pose pas chez moi dans le sens où il y a 11 personnes. Sur les 11 personnes, on est deux à être en facture. Il y a 5 CDI. Et les 5 CDI, en fait, t'en as aucun qui a un poste équivalent ou comparable. Donc, non. Mais parce qu'il n'y a pas de comparable. Par contre, dans mon ancienne boîte où il y avait des comparables, évidemment que les hommes et les femmes avaient les mêmes salaires, quoi. C'est... Non, mais ça semble évident comme ça, mais bon, la réalité. Oui, non, c'est pour que moi, c'est- oui, ça me semble évident, mais ouais. Mais après, alors je vais dire un truc qui peut être peut-être mal pris, mais de base, il y a une inégalité entre les hommes et les femmes qui est complètement injuste, mais tu vas avoir des recruteurs qui vont à choix égal entre un homme et une femme d'un certain âge. Bah, c'est sûr que tu as des personnes qui vont se dire ah bah ouais, mais à 33 ans. Alors c'est pour ça que c'est très bien parce qu'on avance là-dessus. J'arrive sur les congés parentaux, de parentalité quoi. Bah t'as le choix. T'en as plein qui vont se dire ah bah ouais, mais la femme pendant 4 mois elle va être en congé mat, le mec non, donc c'est con. Mais t'en as qui se le disent mais qui ne font pas en fonction. T'en as qui se le disent et qui font en fonction, et c'est une réalité. C'est pour ça que c'est très bien qu'on aille beaucoup plus sur une égalité ou sur un truc comme ça. Mais rien que ça, déjà t'as une inégalité de base là-dessus. Et on peut dire ce qu'on veut. C'est intrinsèque à la nature. Maintenant, c'est aux gens d'avoir la discipline et l'intelligence de pas faire en fonction. Mais t'en as plein qui font en fonction. Et t'en as plein qui disent qu'ils font pas en fonction et qui font en fonction. C'est pour ça que moi, je recrute que des gens qui sont à plus de 50 ans. Non, c'est pas vrai. Mais, Que les mecs. Certificat non, parce que de plus de 50 ans, ménopause. normalement, voilà. Mais, Le mec qui prend les certificats de ménopause pour le recrutement. non, mais c'est une réalité. Ouais. Bah oui. Et c'est comme t'as d'autres trucs, quoi, je suis désolé, je vais dire plein de trucs, mais t'as des mecs ou des meufs, quoi, t'as des boîtes, pas que de mecs ou aussi des meufs, mais t'as plein de gens qui recrutent que des commerciales meufs, parce que des petites meufs mignonnes, parce qu'ils savent très bien que ça vendra mieux, parce que la cible est une cible plus masculine. Mais t'as des trucs, c'est des délires. T'as même des gens qui créent des faux comptes LinkedIn avec des meufs mignonnes, parce qu'ils savent qu'il y a des mecs qui vont plus accepter, qui vont plus répondre.
Mais c'est vrai, c'est une réalité, hein. Parce que je vois que tu me regardes un peu Non, j'essaye de comprendre. effaré, Mais c'est non, mais vrai. après ça marche partout, tu vois, dans les boîtes de nuit, les bars. Effectivement, quand t'es patron à la Oui, mais base, entre tu la prends boîte des de gens. nuit, le bar et entre guillemets le faux profil LinkedIn où t'as le vieux Gérard qui est Oui. derrière Bah et ouais. qui se fait appeler Émilie Mais Non, avec mais qui a c'est- 25 Mais ans. recruter des jambons pour Non, attirer mais du monde, ça a toujours attention, je existé, te quoi. dis pas que la majorité Bien je te dis sûr. juste ça existe et que c'est vrai, quoi. Et j'ai une de mes business angels, donc qui est une femme, qui était directrice marketing d'une boîte que je citerai pas, euh, et elle faisait beaucoup d'acquisitions digitales et elle faisait beaucoup de pubs sur Meta. Et elle m'a dit au bout d'un an, elle faisait ce qu'on appelle les UGC. Vous voyez ce que c'est les UGC? Les UGC, c'est les trucs où t'as quelqu'un qui est face caméra qui dit j'ai essayé tel produit, c'est trop bien, nanana, nanana. Et elle me dit au bout de 6 mois, 1 an, j'ai pris que des meufs mignonnes parce que je me suis rendu compte que les meufs mignonnes, en fait, ça convertissait mieux et que c'était plus rentable pour moi. Et donc, en soi, quand tu dis c'est horrible, mais maintenant, malheureusement, c'est une réalité, quoi. Et En fait, je te regardais bizarrement parce que hier sur LinkedIn, ils m'ont fait faire mon badge vérifié et j'ai ouais. trouvé ça hallucinant et donc j'ai dû scanner ma carte d'identité avec ma photo pour être Ouais. vérifiée. Donc en fait, en gros, c'est pour ça que j'étais en train de réfléchir en me disant mais LinkedIn et tout, mais en fait maintenant, il faut que tu vérifies quand même ton identité sur les réseaux. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Bah ouais, mais parce que Mais c'est pas plus mal en fait parce ouais. que au contraire comme ça au moins t'es pas dans genre un mensonge quoi. Mm. Bah ouais. Ouais. Bah, pour Blablacar, tu dois le faire aussi, mais bon, c'est normal. Ouais. Tu m'étonnes. Si t'es une meuf et tu prends la voiture d'une meuf et t'arrives, t'es un gros gars comme ça chelou. Ouais. Et comment parler de la maternité des enfants? Donc toi t'as 3 enfants et ton idée de base, enfin la storytelling de l'idée des éponges de Inga, c'est en rapport à ça? Alors, en gros, parce que Inga, au départ, on avait 4 produits, on avait des essuie-tout lavables, et la base vient de l'idée de l'essuie-tout lavable, et en fait, c'est, comme je le disais, j'avais des critères business, et après avoir revendu après avoir revendu, et surtout quitté ma boîte, bah, je m'étais donné 1 mois pour trouver une nouvelle boîte, et à ce moment-là, j'avais donc, que 2 enfants, qui devaient avoir à l'époque 1 an ou 2 ans, ouais, qui avaient 3 ans et 1 an, je crois, à l'époque. Ouais, 3 ans et 1 an. Et à chaque fois qu'on leur donnait à manger, je voyais des montagnes d'essuie-tout. Et ça s'est peut-être compris sur ces précédentes minutes, mais moi, je me considère pas écolo, je considère être comme la moyenne des gens, et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai plutôt bien réussi une boîte à impact environnemental, puisque je sais ce qu'attendent des gens comme moi. Bref, et je me disais quand même, mais c'est fou, à l'époque, on n'arrête pas de dire qu'on est en train de foutre en l'air la planète, qu'on va laisser à nos enfants, d'utiliser, consommer autant de déchets de papier jetable pour donner à manger à mes enfants. Et je trouvais ça absurde. Et en même temps, parmi toutes les idées, je m'étais dit, tiens, il y a plein de choses à faire, je pense, sur les produits ménagers à impact environnementaux. Et je regardais tout ce qui se faisait, j'ai vu qu'il existait des essuie-tout lavables, mais aucun vraiment bien et aucun surtout bien marketé. Et donc c'est de là que m'est venue l'idée. Et donc voilà. Et après les éponges, c'est quoi les 2 autres? Les cotons à démaquiller, les mouchoirs. Mais là aujourd'hui, quand je parle de nous, je ne dis que éponge, éponge, éponge. Et j'interdis aux gens de la boîte de passer plus de quelques minutes par jour sur les autres produits. Ah ouais, pourquoi? Ouais, j'ai un côté très dictatorial, Mais parce j'aime que bien interdire. Maintenant, je fais des 49.3 aussi parfois. Mais parce que les cotons, ça cartonne, ça. Bof. Non, parce qu'encore une fois, c'est pas pratique. C'est pas aussi pratique. C'est hyper concurrentiel, puis il y a pas grand chose à faire dessus. Le produit est très bien, hein, mais ça marche pas aussi bien. Ouais. Ces gens, ils vont se perdre ils vont regarder pour des éponges et puis ils vont dire, ah tiens, il y a ça et ça, les éponges. Il y en a, ouais, mais c'est que dalle, quoi. Franchement, au début, on mettait les 4 produits équivalents. On a vraiment commencé avec les 4 produits à la même hauteur, mais bon, les éponges ont vite tiré leur épingle du jeu. Et du coup, voilà. Éponge. Et t'as des projets pour le futur d'autres boîtes? Moi ou pour Inga? Les deux. Les 2. Oui. Ok. Merci. À la semaine prochaine. Si, j'en ai plein, mais j'en ai plein. Quoi, j'ai plein d'idées et plein d'envies. Maintenant, ça dépend forcément de qu'est-ce qui va se passer pour Inga et moi. Comme je disais au début, quoi, c'est lié, les deux sont liés. Mais je peux aussi bien vendre Inga dans 4 mois que construire un leader un groupe, une force, quoi, un gros groupe. Ça va être compliqué de monter un groupe si je m'exprime pas. Hein. Non, mais monter un groupe leader du ménage en Europe, les deux sont possibles, quoi. Et donc, bah, si je fais l'un ou si je fais l'autre, les autres projets, mais j'ai d'autres idées, d'autres envies, et voilà. Et quand on est entrepreneur, on a toujours des idées, on n'imagine pas que ça va s'arrêter un jour, et c'est ça qui est grisant, c'est de
moi, ce qui me grise, en tous les cas, c'est créer et avoir plus de challenge et voilà. Si tu me dis, Inga, vous faites que des éponges en France pendant 5 ans, je te dis, bah, tiens, allez, hop, au revoir. Ça m'intéresse pas parce que ça m'excite pas et ça me fait chier. Mais Ouais. tout à l'heure, t'as dit que tu montais des boîtes pour les vendre. Ouais, mais je suis mytho. Non, je rigole. J'ai dit que mon objectif, c'était ça. Maintenant, de toute façon, si tu veux monter une boîte pour bien la vendre, que tu veuilles bien la vendre ou que tu veuilles la faire grossir et construire un groupe, tu fais les choses plus ou moins de la même manière. Mon but, et je pense le but de la majorité des entrepreneurs, ou un des buts, ça peut pas être ton seul but, mais c'est aussi de très bien gagner ta vie et te mettre à l'abri financièrement. Mais tout peut arriver, c'est-à-dire que demain, par exemple, j'ai des business angels, et donc je me réunis avec eux régulièrement, et on parlait de éventuelle vente ou éventuelle pas vente. Ils me disaient, mais pour toi, c'est quand le meilleur moment pour vendre? Je leur dis, pour moi, il n'y a pas un meilleur moment pour vendre, c'est un prix à un moment donné. Moi, c'est ma vision. Et donc, tout est possible. Donc, ça se trouve, peut-être que dans 15 ans, je serai encore là, mais si je suis encore là, ça aura forcément été construire un groupe et faire plein de trucs, parce que c'est ça qui m'excite, c'est de faire des choses nouvelles. Donc, j'ai besoin au sein d'Inga de faire des choses nouvelles. Et sinon, bah, ça aurait été vendre ou liquider, parce que une boîte, en fait, c'est free, quoi. Rien peut détruire une boîte, mais vraiment à rien. Et, et ça peut très bien aller, et puis bam, d'un coup, il se passe un truc et ciao. Un Donc, super voilà. concurrent qui arrive d'un seul coup. Mais ça, ou je sais pas, ton fournisseur. Alors après, l'idée c'est de pas avoir qu'un seul fournisseur. Bah, c'est simple, si t'as une industrie, t'as ton usine brûle. Bah, tu sais pas, un bad buzz sur un produit, quoi, je sais pas, tu peux avoir mille trucs. Regarde, t'as des mecs qui ont monté des énormes chaînes de vidéoclubs début des années 2000 qui cartonnaient. Bah, ça a donné l'idée d'un super film à Mike Gondry. Mais à part ça, Aujourd'hui, ils ont plus grand-chose. ben voilà. Non, mais donc tu sais jamais. Et plus une boîte est petite, et plus tu peux dire tu sais jamais. Mais quand tu vois là toutes les boîtes de textiles qui ferment en France, les grandes enseignes qu'on a connues, ça aussi les Koukaï, les machins et tout. Enfin, c'est impossible que ces marques d'un seul coup claquent, Ouais. elles tombent. Mais bon, c'est avec. Ouais, ils se font dire, c'est réussir à Avec se Shine, tout réinventer ça. Ouais, bah dans un monde, voilà, qui est incertain. Bah, t'es obligé tout le temps d'évoluer, d'avancer et avoir l'agilité de pivoter. Mais c'est beaucoup plus facile d'avoir l'agilité de pivoter quand t'es une start-up que quand t'es une grosse boîte. Mais l'immense majorité des start-up ont pivoté. Si tu prends 200 mecs qui ont monté des startups qui ont plus ou moins marché, tu leur demandes l'idée de base et ce que les gens connaissent et ce qui a marché, je pense que tu en as au moins 80%, ça n'a rien, c'est pas la même chose en tout cas. Oui, c'est l'idée, puis après tu t'évolues autour, quoi. Ouais, vraiment. Et 80%, c'est peut-être même, je pense même que c'est plus que 80%. Ça fait partie d'une des qualités, tu penses, pour monter une startup, c'est de pouvoir justement être agile et s'adapter, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a ça, il y a très beau. Oui, donc on vous enverra une photo. Enfin, Oui, on bah mettra oui. une photo. Et est-ce que petit, genre, t'avais l'âme d'un commerçant? Est-ce que tu crées des trucs? Est-ce que t'échangeais des bonbons contre des billes? Est-ce que c'est un peu... Non, mais après, entrepreneur, t'es pas forcément un bon commerçant. Mais pardon, pour répondre à ta question, non. Je sais pas si j'ai l'âme d'un commerçant. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est quand j'ai quitté la prépa, parce qu'avant de faire des cours de théâtre, j'ai fait une prépa, mais je voulais pas faire d'école de commerce, une prépa HEC. Et j'avais dit à mes potes que je quittais la prépa pour faire du cinéma, j'avais envie d'écrire et de jouer. Et puis, il m'avait dit, tu finiras par faire du business dans le cinéma. Je lui ai dit, mais pour rien au monde, je ferais du business. Bon, bah, voilà. Donc, peut-être que j'étais un peu destiné à ça. Mais C'est d'autres le peut-être savaient mieux que moi. Hein? aimer la façon de créer aussi, c'est une forme de création. Ouais, créer, j'aime bien. Ouais. Parce que tu crées un business, que tu crées un film, que tu crées... Enfin, de toute façon, un film, c'est un business aussi. Ouais, bah, clairement. C'est Complètement. pas... Et c'est marrant, mais souvent on me pose la question, mais t'aimerais retourner dans le théâtre ou redevenir comédien? Ça pourrait m'amuser, mais en vrai, demain, si tu me dis, et j'aimerais retourner, mais plus soit acheter un théâtre, soit refaire de la prod. Et limite, pense que l'émotion qui me manque le plus, en tout cas qui me manquerait le plus, c'est l'émotion d'un producteur ou d'un auteur ou d'un metteur en scène qui est dans la salle un jour de première que d'un comédien. Parce qu'elle est hyper différente. Ouais. Et celle-là, tu vois, des années plus tard, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une première impliquée dans une pièce, et ben c'est celle qui m'a le plus, qui me manque le plus, je pense. Et puis c'est de voir concrétiser son idée, en fait. C'est, tu vois, la concrétisation de ton travail, du travail des autres. Parce que j'ai un truc, c'est que j'aime
je pense j'aime bien être au service des gens. Et du coup, j'adore, et du coup, c'est, bah, quand t'es producteur ou metteur en scène, bah, en fait, t'as été au service de tes comédiens pendant X temps. Et c'est voir la concrétisation de leur travail et de notre travail qui est génial. Et tu vois, et c'est que en étant dans la salle que tu vois vraiment la réaction des gens. Tu la vois pas vraiment sur scène. Et Oui, ouais. parce que t'es dans ton truc, Ah ouais, ouais. Donc, ouais. Mais non, petit, par contre, j'avais envie de tout faire dans la vie. Voilà. Ça, Non, t'as c'est pas vrai. trop mal, t'as plutôt bien réussi. Ouais, j'ai encore, bah, réussi, je sais pas, mais en tout cas, j'ai encore plein de choses à faire et à mieux faire. Mais ouais. Et c'est quoi que tu voudrais faire mieux? Bah, je sais pas, ma première boîte, j'ai réussi à la revendre, mais il y a plein de choses que j'aurais pu me faire et je ne me suis pas mis à l'abri pour la vie. J'ai été comédien, mais j'ai pas eu de Molière ou de César et voilà. Je pense que j'étais pas du tout dans les meilleurs comédiens. J'ai écrit une pièce, quoi, voilà, tout. Mais je sais pas, plein de choses. Et même pas mieux, j'ai encore plein de choses que j'ai envie de faire. Je sais peut-être les 80-20, ils sont pas mal à ce moment-là de se dire qu'au moins on avait. Ouais, c'était voilà. pas Au moins, mal. j'ai fait. Au moins, je pourrais dire, j'ai écrit une pièce, j'ai joué dans une pièce et j'ai fait ça, j'ai fait Et ça. j'ai monté une Mais boîte. j'ai encore plein d'autres choses que j'ai envie de faire et à faire. Ça, c'est une vraie question philosophique. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est mieux de faire qu'une seule chose et d'être dans une espèce de perfection ou alors d'avoir testé plein de choses et d'être riche de toutes ces expériences? Il n'y a pas de truc mieux ou pas bien. Non, en fait, et j'en reviens à un truc et les gens, ils se posent jamais cette question, c'est quoi toi t'as envie, en fait? Le mieux, c'est de faire ce dont t'as envie, parce que, je vois, par exemple, je voulais un de mes meilleurs potes, je dis souvent mon meilleur pote, j'ai 5-6 meilleurs potes, qui est entrepreneur au Togo, qui a monté une marque de jus, et on est très proches, on se comprend et on se connaît presque par cœur, mais on est les opposés, c'est-à-dire que lui, là, il a lancé des plantations de mangue bio en Afrique. Euh, c'est un projet de 10 ans avant de voir le début de truc. C'est 10 ans hein, pour... putain. Et en fait, lui, il va au bout du bout des choses. Et chaque projet qu'il a, c'est presque des projets de vie. Alors, il en a plusieurs. Il va au bout, quoi. Le mec, il arrive en Afrique, il connaissait rien sur les fruits. Aujourd'hui, il a 2 usines de jus de fruits, de marques de jus de fruits. Il fait tout, de la sélection du fruit à la livraison en magasin. C'est-à-dire que, voilà, il peut challenger n'importe quelle usine de jus dans le monde. Moi, je suis incapable de faire ça. Et donc, c'est pour ça que ça dépend de comment t'es, de quelles sont tes aspirations. Mais par contre, ce qui est capital pour moi, c'est pas se mettre de barrières, parce que beaucoup de gens se font beaucoup trop, et se poser la question de qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, et faire ce que j'ai envie de faire. Après, il faut aussi avoir c'est horrible, hein, mais il faut avoir la chance de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Moi, par exemple, j'ai la chance d'être un petit bourgeois parisien avec des parents qui sont pas richissimes, mais qui sont des bourgeois parisiens, et donc j'ai jamais eu dans ma vie, jusqu'à mes 24, 25 ans, eu besoin de me dire, oh putain, faut que je travaille pour pouvoir faire ce que je veux, quoi. Et donc, c'est une chance aussi. Il faut le dire. Ah ouais, c'est bien que Voilà. tu le dises, c'est clair que on Ouais. part pas tous avec les mêmes choses. Et donc, ma boîte, je l'ai quand même montée tout seul et j'ai pas eu d'argent, aucune de mes boîtes, quoi. Mes parents m'ont donné de l'argent pour le faire et tout. Mais malgré tout, bah, j'ai pu quitter la prépa et aller faire des cours de théâtre sans avoir à trop me soucier de l'argent, quoi. Comme tout comédien ou étudiant dans un cours de théâtre, je bossais le soir dans un bar, mais c'était plus pour kiffer ma vie que, voilà. Quand j'ai monté ma boîte, bah, j'avais pas de loyer. Donc, bref. On arrive presque à la fin. Est-ce que tu aurais un petit mot pour nous, pour la fin, ou un petit conseil à donner pour les gens qui veulent se lancer en 2025 dans leurs entreprises? Bah, à part redire 2 choses que j'ai déjà dites, c'est-à-dire se poser la question de qu'est-ce que nous on veut, quoi, soit, et ne pas se mettre de barrière. Voilà. Non, mais c'est vrai, je donne l'exemple de quelqu'un qui est pas très aimé, dont je suis pas fan, hein, mais Donald Trump. Moi, je suis fasciné par ce mec parce que ça reste quand même, alors certes, lui, il est parti avec $1 million par son père, mais le mec, il s'est jamais mis aucune barrière. Alors, il a aucune morale, et ça, j'ai du mal, et moi, je peux pas. Et c'est un gros mytho, et ça aussi, j'ai du mal. Mais en fait, je trouve que c'est un bon exemple sur, tu vois, à quel point, quand tu te mets pas de barrière, tu peux partir avec 0,0000001% de chance de devenir président des États-Unis. Et le mec est devenu président des États-Unis 2 fois. C'est vrai. Et tu vois ce que je veux dire? Et donc, bah, juste ne pas se mettre de barrière. Les gens se mettent trop de barrières dans toute leur vie. Et c'est terrible. Donc voilà. On va peut-être commencer 2025 en vous souhaitant de ne pas vous mettre de barrières pour cette nouvelle année qui commence. Mais avoir une morale, pas comme Trump. Ah ouais. Non, mais chacun fait comme il veut, hein.
Avoir sa propre morale et ses propres Ouais, valeurs. j'avoue, c'est ça aussi, puisque ma morale n'est pas la même que d'autres. Non. Voilà. Mais bon. Bon, on va vous souhaiter une bonne fin d'année. Ouais, merci beaucoup, Benjamin. Mais merci à vous. Et puis, nous, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles surprises. Ouais, avec peut-être un format un peu différent. Voilà. À voir, surprise. Voilà. On va peut-être laisser sur... On fait un petit teasing. On va peut-être laisser sur de Petit nouvelles suspense. surprises. Allez, petit teasing, petit suspense. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.